nous allons accueillir notre premier intervenant, Philippe Migaud. Donc, Philippe Migaud est spécialiste des questions stratégiques, ancien grand reporter au Figaro, correspondant de guerre. Il est auditeur de l'Institut des hautes études de la défense nationale et du Centre des hautes études de l'armement. Ancien directeur de recherche à l'IRIS en tant que spécialiste des questions stratégiques dans l'espace post-soviétique et des relations franco-russes, il dirige aujourd'hui le Centre européen d'analyse stratégique. Il va nous parler de l'Occident, une notion dévoyée. Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai très exactement 11 minutes pour vous expliquer ce qu'est l'Occident. Ayant plutôt l'habitude des formats de 90 minutes, je vais essayer d'aller à l'essentiel. Alors évidemment, 11 minutes, c'est beaucoup trop court pour donner une définition de ce qu'est l'Occident, pour donner une définition géopolitique. Je ne vais pas rentrer dans des considérations sur l'Empire romain d'Occident, l'Empire romain d'Orient ou sur des considérations théoriques à la Huntington. Je ne vais pas rentrer dans des considérations philosophiques, des considérations religieuses, identitaires, ou dans des problématiques militaires qui seront toutes abordées ensuite. Alors plutôt qu'une définition, je vais essayer de vous donner mon point de vue, lequel pour toute partie est partagé, je crois, par de nombreux Français. Alors on me demande fréquemment pourquoi dans mes articles je mets des guillemets lorsque j'évoque l'Occident ou les Occidentaux. Tout simplement parce que ce qu'on appelle l'Occident aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec un ensemble dont j'étais autrefois fier de me réclamer. Alors je suis un occidental, sans guillemets, tendance canal historique. Je viens de Brest, je suis catholique, je suis issu d'une famille de marins. Comme le rappelait l'amiral Mahan, c'est la flotte venue de Brest qui décida de l'indépendance des États-Unis d'Amérique par sa victoire sur la Royal Navy dans la baie de Chesapeake le 5 septembre 1781. Je suis donc de plein pied un occidental. Et aussi, à ce titre, un occidental avec des guillemets. Je viens du centre de cet ensemble, que l'on désigne aujourd'hui comme l'Occident, et qui regroupe l'Union européenne, l'Amérique du Nord et quelques dépendances dans l'hémisphère sud, Australie, Nouvelle-Zélande. Mais je suis aussi un occidental sans guillemets parce que j'appartiens à une nation, à un peuple qui est quand même avant tout un peuple européen, de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Inutile de nommer, je pense, l'auteur de cette citation. Soit ce qui définit précisément l'identité réelle des Occidentaux. Identité dont peuvent se réclamer des millions d'hommes, du Bug jusqu'à Vladivostok, hommes que l'on affecte aujourd'hui de considérer comme relevant d'une civilisation étrangère. Je suis un occidental sans guillemets parce que, pour reprendre une phraséologie néoconservatrice, j'ai longtemps eu le sentiment qu'être occidental, c'était défendre le camp du bien contre l'axe du mal. Comme la plupart d'entre nous, d'entre vous, j'ai grandi pendant la guerre froide. Et tout le monde savait à l'époque parfaitement ce que ça signifiait d'être occidental. Ça signifiait combattre les communistes. C'est-à-dire lutter pour défendre nos nations, sauvegarder notre souveraineté, bien sûr. Mais c'était aussi lutter pour conserver le droit de pratiquer librement notre religion, d'éduquer nos enfants comme nous l'entendions, lutter pour sauvegarder nos valeurs, la famille, la patrie, notre foi, comme la liberté d'entreprendre et la solidarité entre les hommes. À ce titre, nous soutenions pleinement le modèle libéral économique parce que nous le considérions, malgré ses imperfections, ses injustices, comme une forme d'économie de guerre vertueuse. Le capitalisme permettait de nous enrichir, de financer nos forces armées sans que nos économies aient à en souffrir, et cela bien au-delà des 3 points de PIB, d'investir dans la recherche et développement, nous donnant un temps d'avance technologique, bref, de nous doter de tous les outils qui nous permettraient un jour de mettre à terre un adversaire aux ressources colossales, mais au système aussi injuste qu'inefficace. Nous n'étions pas assez naïfs pour croire en la main invisible d'Adam Smith, assurant automatiquement la redistribution des richesses afin de soulager les plus démunis. Mais nous savions que nos démunis l'étaient somme toute bien moins que l'écrasante masse des hommes qui vivaient derrière le rideau de fer
Et nous étions donc prêts à accepter les injustices de notre système, même lorsqu'il était poussé dans ses extrêmes, sous la houlette de Ronald Reagan ou de Margaret Thatcher, parce qu'il nous permettait de mettre à bas le marxisme-léninisme. Ce n'était pour nous qu'un régime de transition, destiné à rapidement s'amender dès la fin de la guerre froide. Cette guerre froide, nous la considérions comme une guerre civile. Nous avions appris à l'école que nous autres, Européens, avions perpétué notre propre déchéance lorsque nous avions choisi de nous entredéchirer entre Français, Allemands, Britanniques, alors que nous dominions le monde. Nous avions appris que de part et d'autre du Rhin, nous appartenions somme toute à la même civilisation, partageant des cultures complémentaires, une foi chrétienne analogue, une excellence scientifique, une ambition de grandeur. Il ne tenait donc qu'à nous de nous unir pour restaurer celle-ci, de faire de l'Europe une Europe puissance, un pilier oriental d'un monde occidental enfin uni. C'était le sens alors de la construction européenne, du moins tel que nous, Français, l'imaginions dans la lignée du général de Gaulle. Réconcilier avec les Allemands, il n'y avait aucune raison de ne pas être en mesure de le faire avec les peuples d'Union soviétique, avec le peuple russe, avec lequel nous partagions, nous, Français, tant de points communs. Bref, nos modèles spirituels étaient le père Pilushko, Jean-Paul II, les hommes qui avaient le courage de se dresser contre l'oppression jusqu'au sacrifice, d'aller contre le totalitarisme et les idées reçues, quitte à connaître le martyre, ou de déclencher les polémiques et la haine en rappelant simplement que la France est la fille aînée de l'Église. Du point de vue économique, pour paraphraser Jean Ferrand, nous avions fait notre choix entre la jungle et le zoo. Nous avions choisi la première, même si nous étions bien déterminés, les temps venus, à faire de cette jungle un jardin à l'anglaise. Et le miracle est arrivé. Le peuple russe a vaincu le marxisme-léninisme. Nous pensions dès lors achever l'ultime guerre civile européenne. Rien ne s'opposait plus au rêve de bâtir une seule Europe, une seule chrétienté, un seul espace de paix et de prospérité de Vancouver à Vladivostok, expression que nous avons tous entendue dans la bouche des représentants du département d'État, de François Mitterrand, d'Helmut Kohl, de Mikhaïl Gorbatchev. Rien ne s'opposait plus à bâtir un monde orienté non plus ouest-est mais nord-sud, au sein duquel notre espace, puissance démographique majeure, première puissance économique, scientifique et militaire mondiale, aurait été en mesure non pas d'imposer ses volontés, mais de dissuader quiconque de s'en prendre à ses intérêts, a fortiori de le menacer. Andrei Kozyrev, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, déclarait en 1990 que la question, ce n'était pas la Fédération de Russie, c'était la République encore de Russie, déclarait en 1990 que la question principale est l'entrée de la Russie dans la communauté européenne. Boris Yeltsin estimait en 1991 que pour son pays, l'intégration dans l'OTAN était un objectif politique à long terme. Près de 30 ans ont passé depuis la chute du mur de Berlin. Jamais notre société n'a suscité autant d'injustice. 9 millions de Français vivent aujourd'hui sous le seuil de pauvreté. Un pourcentage plus élevé encore en Allemagne, plus élevé de 2 points. 16% de personnes, 16% d'habitants en dessous du seuil de pauvreté en Allemagne. Mais c'est ce système qu'on nous demande de perpétuer et aux autres nations d'adopter pour rejoindre notre club. Jamais notre religion n'a été aussi attaquée, tournée en ridicule, nos valeurs bafouées. Contrairement à d'autres religions de paix et d'amour, nous sommes considérés comme des conservateurs étroits d'esprit, des sots, des has-beens, des dangers pour le modèle de société strictement hédoniste que l'on souhaite nous vendre. La famille, pilier de notre société, est systématiquement combattue. Nous n'aurons bientôt plus le droit d'éduquer nos enfants comme nous l'entendons, et les tentatives pour briser tout notre système de valeurs au sein des écoles ne cessent pas. Être aujourd'hui un mâle blanc, chrétien, hétérosexuel, patriote, n'est pas seulement devenu ringard. C'est aussi constituer une menace contre ceux qui souhaitent nous imposer la haine de soi, la haine de la France qu'ils cultivent. C'est aussi constituer une menace contre la théorie du genre, constituer une menace vis-à-vis de ceux qui, ayant les notions même de puissance et de grandeur en horreur, rêvent d'imposer leur modèle de société post-héroïque. Constituer une menace, enfin, pour ce village planétaire, métissé, vegan, gay-friendly, écolo-responsable, libéral-libertaire, où les lobbies des minorités visibles et invisibles et les intérêts des multinationales
l'emporterait avec le concours de la magistrature et des médias sur l'exécutif et la volonté du plus grand nombre. Tous ces faits sont en train de perpétuer notre perte. L'Occident, aujourd'hui, ne fait plus recette. Mis sous cloche par le communisme, les sociétés traditionnelles d'Europe de l'Est rejettent massivement le modèle qu'on souhaite leur imposer. C'est le cas du groupe de Visegrad, c'est le cas de la Serbie, c'est le cas des peuples de l'espace post-soviétique, de ces 220 millions de Russes, Ukrainiens, Biélorusses, Géorgiens, Arméniens, que nous traitons à l'écart et tenons pour des ennemis. Qu'est-ce que l'Occident aujourd'hui, somme toute? C'est la prétendue communauté internationale, l'Amérique du Nord, l'Union européenne, plus que quelques alliés traditionnels, Japon, Australie. C'est un ensemble de plus en plus contesté, haï et de moins en moins attractif. C'est une notion dévoyée qui interdit tout rêve d'Europe puissance pour le plus grand profit des oligarques bruxellois, londoniens et américains. Je vous remercie.